Et c'est parti pour notre revue de presse des 10 derniers jours, puisque nous sommes le 3 juillet et que ça part du 22 juin à peu près. Je suis content parce que ma liste d'articles tombe pile poil dans la hauteur de colonne. Au départ, je comptais en mettre que 3 ou 4 et les analyser à fond, mais bon, comme d'habitude, il s'est passé 10 jours d'un coup et j'ai stocké au moins ces articles-là qu'on va du coup essayer de passer en revue de façon efficace autant que possible. Donc voilà, premier article. Ah oui, je voulais dire, bah oui, que s'est-il passé en 10 jours? Parce que ce sont des articles qui sont déjà un peu périmés, du coup, parce que 10 jours c'est tellement énorme, c'est comme si c'était passé 6 mois. Donc j'ai l'habitude de stocker des articles qui sont prévus pour durer longtemps, c'est-à-dire que le but de toute façon de la base documentaire est de stocker des articles qu'on peut relire de nombreuses années après, et même 80 ans après, dans le principe général du site, c'est quand même de stocker les événements historiques. Donc les 10 derniers jours qui sont passés, c'est pas une revue de presse, c'est une revue des bouleversements qui ont eu lieu dans le monde depuis 10 jours. Comme d'habitude, tous les 10 jours, le monde bascule d'un côté à l'autre de l'espace. Donc on va partir de ce point-là. Sur cette interview de Michael Hudson, sur la fracture, la nouvelle fracture mondiale. Alors lui, c'est la future fracture, mais tu vas voir qu'à la fin des 10 jours, la fracture, elle est assumée et consommée. Et c'est un terme, comment dire, comment il s'appelle ce terme? La muraille de fer, je crois que c'est ça, qui a été, qui s'est propagé en fait. On voit comment ça fonctionne, hein, l'esprit collectif a des idées nouvelles et ces idées apparaissent dans les esprits des gens qui ne sont pas forcément en contact les uns avec les autres, ou alors que peut-être qu'ils l'ont lu dans un article sans trop y faire attention, et puis tout d'un coup ce mot a accroché l'esprit et, et tout d'un coup plein de gens se mettent à en parler d'une manière ou d'une autre, sans même le faire exprès. La question, c'est le grand mur de séparation du monde. La division entre le monde d'un côté et de l'autre. Bon, voilà quoi. La grande division, la grande muraille de Chine. Un truc comme ça. Michael Hudson et son nouveau livre, La destinée de la civilisation. Ça pourrait très bien être dans la suite de notre précédente série euh, qui s'appelait Comment change la civilisation, je ne sais plus exactement d'ailleurs. De toute façon, toutes nos séries sont imbriquées les unes dans les autres. La précédente sur le changement de paradigme était contextuelle et la suivante sur le changement de civilisation était intriquée dans la première. Et maintenant, de toute façon, tout ce qu'on fait participe de cette contextualisation qui est donnée. Toutes les séries d'articles qu'on peut faire euh, s'auto-contextualisent les unes les autres. C'est super ça. Et la question qu'on lui pose ici à Hudson, c'est alors c'est quoi cette division du monde? Euh, donc pour lui, dans l'Occident et les États-Unis autant, la phrase commence là. Le capitalisme financier a désindustrialisé les économies et a déplacé les processus de production vers l'Eurasie. Ça c'est normal, c'est quand ils ont voulu délocaliser pour pouvoir faire travailler les pauvres et récupérer les produits finis tout en échange, enfin en ne produisant rien en échange, quoi, à part de la monnaie. C'était le but, hein, ça marchait très bien d'ailleurs. Et parmi ces pays esclaves, il y avait surtout la Chine, l'Inde et d'autres pays asiatiques qui travaillent conjointement aujourd'hui avec la Russie pour fournir, enfin la Russie qui leur fournit les matières premières de base et aussi des armes. Donc là, la division, si tu veux, pour lui, elle a commencé déjà dès le moment où on a délocalisé nos productions. Donc c'est pour ça qu'il dit que ces pays sont une extension du capitalisme industriel évoluant vers le socialisme, parce qu'évidemment, ils reprennent le flambeau, en tout cas, ils reprennent leur autodétermination hein, en tant que telle. C'est-à-dire vers une économie mixte, avec un fort investissement gouvernemental, etc.
Et par contre, de l'autre côté, en Occident, le néolibéral, alors qu'on appelle l'Occident collectif, en fait, c'est le nom qu'on donne à, à nous, les Européens, et les États-Unis, la Grande-Bretagne, dans le sens où c'est pas vraiment l'Occident historique, c'est un Occident collectif, parce que ce sont les États-Unis, qui eux-mêmes sont une émanation de l'ancienne Grande-Bretagne, de l'ancien empire de Grande-Bretagne. Aujourd'hui, tout ce qui tourne autour, comme le Japon, l'Europe et quelques pays dans le monde, sont leurs sbires et donc sont enfin, leur sont attachés et rattachés de façon hiérarchique. Donc, ils ont une façon de procéder qui est occidentale dans sa mentalité et donc néolibérale dans son fonctionnement. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'Occident collectif, même si ça inclut le Japon, il n'y a pas de problème avec ça. Donc il explique que pendant que l'Asie reprenait son autodétermination, c'est pas le mot qu'il employait exactement, mais c'est pour dire qu'une fois qu'ils ont accumulé assez d'argent, ils pouvaient commencer à revivre et à vivre de leur propre travail. Ben, pendant ce temps-là, eux, l'Occident, ils ont au contraire privatisé euh, et ben, en fait toute l'infrastructure de base, les routes, la circulation des eaux, et tout ce qui sert, tout ce qui peut servir aux citoyens et aux entreprises, en fait. Tout ça pour en faire un monopole naturel, tel qu'il l'appelle, qui permet d'en extraire des rentes financières. Donc en fait, enfin l'Occident a vraiment suivi le chemin inverse de l'Orient en termes général. Et donc l'Occident se retrouve avec une économie à coût élevé, des dépenses de logement, d'éducation, de santé qui n'intéressent personne, et qui laissent de moins en moins de revenus personnels et commerciaux pour investir dans des nouveaux moyens de production. Bref, ils sont en ruine et complètement stupides. Au niveau de la guerre, la Russie a sécurisé son littoral, l'Occident s'est débarrassé de ses vieilles armes, ils doivent refonder leur système militaire. Les sanctions américaines ont eu pour effet d'imposer, ah, c'est ça le mot que je cherchais, le rideau de fer. Ça devrait être ça le thème de la journée, le thème de cet article du jour en tout cas, c'est le rideau de fer. C'est vraiment le mot qui a été répercuté partout. Tiens d'ailleurs, regarde, en tant que data analyst, data journaliste, tu fais une recherche à rideau de fer. Il y a 7 articles récemment. Alors, pourquoi le variant Omicron, l'ancien rideau de fer, le nouveau rideau de fer s'abat sur le monde selon Lavrov. Tu vois, le mot il est revenu jusqu'à Lavrov. L'Europe contemporaine représentée par l'UE perd son indépendance. S'agit-il d'un nouveau rideau de fer? Ça, je sais pas qui. Les agents verts de la désindustrialisation après la chute du rideau de fer. Donc, on parle de l'ancien aussi. C'est marrant. La solitude de l'Europe et le défi des BRICS au dollar. Possibilité de revoir se dresser un rideau de fer. Derrière le rideau de fer d'étain, c'est le rideau d'étain, selon Pepe Escobar. Alors ça c'est encore un article qui est dans notre liste, on va le faire aussi. Parce que c'est lui qui m'a donné l'idée, je me suis dit mais c'est vrai, c'est vrai. Il était une fois un rideau de fer. Et donc lui il l'appelait le rideau d'étain. Mais il n'a pas cherché à établir le rideau de fer comme un mot à la mode ou quoi que ce soit. Il s'en est servi comme idée pour rebondir sur son rideau d'étain. Il a senti qu'il y avait quelque chose à faire avec cette idée. Donc il a compris qu'il y avait un renouveau du rideau de fer et donc il l'a appelé le rideau d'étain. Mais les autres analystes ne sont pas allés aussi loin, ils l'ont simplement appelé le nouveau rideau de fer, etc. Et c'est là que c'est marrant de voir que les gens parlaient de la même chose sans se rencontrer. Euh, Là, on a un truc sur la musique. 7 articles les 7 derniers jours et 7 articles les 30 derniers jours. Dans le truc de Michael Edson, on l'a ici. Et un peu avant, Opération Z. Alors, ils sont super, les mecs de Sacker. Ils sont très forts, les nouveaux qui sont arrivés. Il y a des nouveaux qui remplacent Andrei. Ils sont très pertinents, très bons historiens. Et ils nous parlent aussi de rideau de fer. Un rideau de fer est tombé sur le continent, le rideau de fer européen, ok. Assaut du Capitole, tiens donc. Ok, rideau de fer de censure. Il apparaît le terme dans un truc qui n'a rien à voir, c'est marrant.
Rencontre avec des jeunes entrepreneurs. Ah ça c'était bien, c'était quand Poutine il a rencontré les petits jeunes pour leur dire en gros, vous avez des idées, moi je donne des ordres. Et tout le monde a rigolé à ce moment-là. Nous avions à l'époque soviétique, lorsque nous sommes isolés, nous nous sommes isolés en créant le rideau de fer. Nous l'avons créé de nos propres mains. Et c'était pas très malin. Il en parlait à ce moment-là, donc déjà. L'agresseur est celui qui oblige ses adversaires à recourir aux armes pendant les années qui ont suivi la chute du rideau de fer. Nanana. C'est marrant, hein. Bon après, si je fais une recherche complète, ça va 25 articles sur les 90 derniers jours, et puis tiens, bah allez, attends, on va faire une recherche enregistrée. Normalement, là, ça dure une minute, hein. J'en profite pour dire que ce bouton-là, vous ne l'avez pas, hein. Moi, je suis éditeur, c'est normal. C'est quand les gens font des recherches, en fait, elles sont enregistrées de façon à accélérer les suivantes. En principe, elles sont enregistrées de façon mécanique dans le système de base de données, puisque j'ai le temps de parler de ça en 2 minutes. Mais on peut aussi les enregistrer de façon carrément objective, quoi. Donc dans une base de données, et c'est ce que je fais là. Et les recherches enregistrées sont quasiment la même masse de données que les tags en général. Ça représente enfin, ouais, de très nombreuses centaines de milliers de références à chaque fois. C'est pas très lourd, hein, c'est pas très long à gérer pour le système, mais ça va. Mais c'est quand même très pratique. En fait, quand vous avez des recherches enregistrées, après vous pouvez les trouver dans ces boutons-là, like, recherche enregistrée. Ce sont les termes qu'on a trouvés dans l'article et qui sont des recherches enregistrées. Et voilà, c'est la magie du direct. Tout à l'heure il faisait pas beau, maintenant c'est plein soleil. Et donc il nous a trouvé 419 occurrences dans la totalité des 17 années de base de données. Et il en a ajouté 74 sur celles qu'il connaissait pas. D'accord, il en a trouvé 74 qu'il connaissait pas, c'est pas mal. Ah non, il en a trouvé 345. Ah non, pardon, il faut que je comprenne, attends. Jusqu'à 200 000, il en a trouvé et ajouté 345. Et de 200 000 à 400 000, il en a trouvé et ajouté 74. C'est normal qu'il n'y en ait pas tant que ça, parce qu'on en est à l'article 220 000 maximum. C'était pour dire. Donc voilà, maintenant cet article et cet objet fait partie des éléments référencés rideau de fer. Bon allez, on accélère. Oh là là. Alors la guerre, ok. Oui, bon, c'était pour dire ici que Hudson est toujours dans le coup. Beaucoup de choses qu'on a déjà entendues. Qu'est-ce qui s'est passé? Nord Stream 2, machin. Ici, les responsables américains ont demandé à l'Allemagne de se suicider économiquement. Eh oui, on l'avait déjà vu. Du coup, je l'ai lu il y a 10 jours cet article, donc je me rappelle plus trop du détail, mais pour ceux qui l'ont pas fait, lire du Hudson, c'est du caviar, c'est à ne pas manquer. Là, c'est sur la façon dont ils ont voulu coincer la Russie. Le blocage de Nord Stream 2. C'est ce qui est marrant, c'est que tout ça, en fait, pendant qu'il a écrit son livre, tout ça c'était en train de se produire. Et puis aujourd'hui, on lui pose des questions sur ce qui est en train de se produire, qui s'est passé nécessairement juste après la sortie de son livre. Ça va tellement vite. Alors du coup, il a eu intérêt dans son livre à avoir anticipé un certain nombre de ces questions, de façon à pouvoir y revenir. Notamment, il y a de nombreux processus qui se sont déroulés, déclenchés et mis en place depuis des années, et qui aujourd'hui en sont à leur éclosion simplement. Donc la grande question, c'est l'éclosion du socialisme, c'est surtout ça. Et c'est de ça dont il parle dans son livre. C'est marrant, il y a un siècle, on s'attendait à ce que le stade final du capitalisme industriel soit le socialisme. C'était bien gentil. Déjà, on pouvait noter qu'il y avait différents types de socialisme, d'État, ou marxien, ou chrétien, anarchiste, libertaire. Et finalement, c'est le contraire de tout ça à la fois qui s'est produit. Il ajoute cette opposition des systèmes économiques est la clé pour comprendre la fracture mondiale actuelle. Oui, très pertinent de dire ça.
La Russie serait gagnante si elle peut mettre en place un programme de substitution des importations industrielles et créer une infrastructure publique pour remplacer ce qui a été privatisé par les Harvard Boys, sous la direction des États-Unis évidemment. Assistons-nous à la fin du pétrodollar? Il y en aura toujours, dit-il, en gros. Mais bon, il y aura aussi une variété de blocs de zones monétaires concurrentes. Lui aussi, il parle de l'été 22 sera le terrain d'essai pour ces nouveaux blocs. Bref, ce qui est bien, c'est que l'intervieweur, il a lu non, les bouquins, les articles, d'autres bouquins. C'est un très bon interview. Les propagandistes américains qualifient d'autocratiques les gouvernements qui, au contraire de l'autocratie, conservent les monopoles naturels en tant que service public. C'est dingue, hein, cette inversion qu'il y a eu. On a vu que du capitalisme qui avait pour but le socialisme s'est retrouvé à devoir faire exactement l'inverse, donc de l'hyper-libéralisme, et aussi entrer en guerre contre le socialisme, parce que ça c'est un élément de langage et donc aussi une recherche enregistrée, ou en tout cas un tag qu'on a là-dessus, guerre contre le socialisme. Et c'est vraiment ce qui fait que il y a une énorme c'est ce qui fait la division en fait hein, du monde actuel, c'est la guerre contre le socialisme. Et donc, comme il le dit, le monde est en train de se diviser en deux parties. Le conflit n'est pas seulement entre une nation Est et Ouest, c'est un conflit entre système économique, le capitalisme financier prédateur contre le socialisme industriel visant l'autosuffisance de l'Eurasie et des pays de l'OCS. Les pays non alignés n'ont pas été en mesure de faire cavalier seul dans les années 70, car ils ne disposaient pas de la masse critique nécessaire pour produire leur propre nourriture, énergie, matières premières. Ça se produit pas la matière première, ça se trouve par terre. Mais maintenant que les États-Unis ont désindustrialisé leur propre économie et externalisé leur production vers l'Asie, ces pays ont le choix euh, de ne pas rester indépendants de la diplomatie du dollar américain. Et c'est ce qui se passe. Ça, c'était le terme, on avait bien rigolé parce que quand je l'avais lu la première fois, je fais Zugzwang, c'est quoi ça? Alors j'étais allé chercher sur internet pour voir ce que ça voulait dire. Ça voulait dire la position aux échecs où tu es obligé de jouer d'une seule et unique manière, telle que le concurrent en face te l'impose. Donc dans cet article, après on en a parlé parce que c'est devenu assez, assez rigolo quoi. Lui-même, il avait fait référence à ce terme en passant, comme ça, parce qu'il a toujours des bonnes idées, hein, pendant qu'il écrit. C'est un auteur littéraire, un peu, à Starkrook. Et il est reparti sur ce principe-là pour faire cet article précisément sur le zigzwang. Et donc la stratégie. Alors, ce qui était marrant, c'était la stratégie. C'est ce qu'il dit en gros en substance dans cet article. La stratégie asiatique qui consiste à tout simplement pour gagner contre l'Occident, il n'y a absolument rien d'autre à faire que de laisser les choses suivre leur cours. Car de toute manière, selon la stricte logique, telle que c'est dit ici, je l'avais noté là, il suffit simplement d'attendre que les contradictions économiques se transforment en désordre. Et ça, je trouve ça génial. Et ça reflète parfaitement la philosophie asiatique dans sa guerre qu'elle subit de la part d'un agresseur qui est complètement écervelé. Dans ces cas-là, la stratégie, c'est de ne rien faire, tout simplement, et d'attendre que le gars, il se pète la gueule tout seul. C'est ça la guerre. Et c'est ça qui va se passer, hein, c'est sûr et certain. Et là, c'est la fameuse intervention de Vladimir Poutine au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, dit aussi le... en anglais, c'est SPF. Et du coup, il y avait déjà un début, ok. En fait, l'intégralité de son discours est surtout axée sur l'économie, etc. Ça, c'était la fin de son discours.
qui était moins intéressante, je crois, mais accessoire par rapport au début. Où là, il te dit l'ordre mondial précédent ne reviendra pas. Et donc là, déjà, on avait 41 minutes de traduction qui avait pris un certain temps à son auteur et un certain nombre de notes que d'ailleurs on avait vu hein, dans les précédentes, nos précédentes séries. Donc j'avais sûrement pris des notes. Ah oui, voilà. Ça, j'ai bien aimé cette remarque, promouvoir l'amélioration et le développement parmi les buts et objectifs qui se donnent. Euh, euh, et le développement global des zones rurales est pour nous une priorité absolue. Les personnes qui vivent, enfin qui y vivent dans les zones rurales et nourrissent le pays, nous constatons aujourd'hui qu'elles nourrissent également une grande partie du monde et ils doivent donc vivre dans le confort et la dignité. Et ça, mine de rien, hein, il faut savoir que ce sont les gens les plus pauvres de la Terre qui produisent l'alimentation pour tout le monde. Ils vivent la plupart du temps sans chauffage, aucun autre chauffage que la vodka, et dans des conditions qui sont dégueulasses, vraiment dégueulasses. Hein. Tu y as mis les pieds, tu y retournes plus. Et ça, je sais pas, ça vient d'une ancienne époque, mais c'est inacceptable. Et, il faut au minimum ben, pouvoir bénéficier par exemple, des normes de construction, etc. Avoir l'eau courante, pouvoir s'habiller, être au chaud, etc. Voilà quoi, une vie normale. Et il n'y a pas de raison que ce soit que si on est à la campagne, de pas avoir une maison propre, bien rangée, etc. Voilà quoi, l'idée. Plutôt qu'un tas de pierres avec de l'eau qui coule, faut se faire son linge dehors, c'est pas possible. Sur le chapitre de la souveraineté numérique, là aussi ça m'a trop fait plaisir comme d'habitude. Il explique que le sixième principe transversal de développement qui consolide notre travail, à mon avis, dit-il, l'obtention d'une véritable souveraineté technologique. Et là, tu dis, tiens, mais il y a peut-être une ou deux personnes qui en ont parlé en France, mais évidemment, ça n'intéresse pas grand monde. Surtout qu'en face d'eux, ils ont des gens qui gagnent leur vie grâce aux GAFAM. Donc, forcément, ça percute pas trop dans leur tête. Ils comprennent pas qu'ils sont en train de se ruiner eux-mêmes, mais bon. Poutine, lui, il l'a compris. Et donc, ce qu'il veut, c'est créer un système intégral de développement économique qui ne dépend pas des institutions étrangères. Lorsqu'il s'agit des composants d'importance critique, nous devons développer tous les domaines de la vie à un niveau technologique qualitativement nouveau, sans être de simples, ah ça c'est le truc qui m'a fait plaisir, sans être de simples utilisateurs des solutions d'autres pays. Je le dis en gros et fort, je le répète, allez, sans être de simples utilisateurs des solutions d'autres pays ou d'autres personnes. Il faut disposer des clés technologiques pour développer des biens et services de la prochaine génération. On sent qu'il a été conseillé, hein, parce que même si ça c'est un résumé rapide, la question c'est de disposer des clés pour comprendre le fonctionnement intime de ces solutions de façon à pouvoir les améliorer, les adapter, les réparer, etc. Les faire évoluer surtout. Quand on est un utilisateur de fonctionnalités qui ont été créées par d'autres, on a très très peu d'espace pour les faire évoluer, et les faire progresser ou les réparer. On peut rester que dans le cadre qui a été prévu initialement. Et il faut attendre les mises à jour pour avoir des nouveautés. Et ça, c'est nul à chier. Du moins, c'est pas pour faire ça qu'on devient ingénieur. Et il va même plus loin, si nous nous contentons d'imiter les autres en essayant de remplacer les produits étrangers par des copies, même de très haute qualité, nous risquons de nous retrouver constamment en situation de rattrapage, alors que nous devrions avoir une longueur d'avance et créer nos propres technologies, biens et services compétitifs qui peuvent devenir de nouvelles normes mondiales. Mais c'est toujours comme ça que j'ai pensé et que j'ai expliqué que devaient être les choses, comment devaient être les choses. Et non, non, ça rentre pas dans la tête des gens. Mais là, t'as Monsieur Poutine qui vient te le dire. C'est quand même grave.
En tout cas, ça annonce le fait que ce soit annoncé en haut lieu, en Russie, tous les ingénieurs doivent se sentir mais émerveillés, boostés de l'intérieur, encouragés et remplis d'une nouvelle énergie productive et créatrice qui doit être vraiment phénoménale. Et ça, rien que le fait qu'il ait prononcé ces phrases, ces petites phrases-là, ça peut engendrer dans le futur une explosion technologique qui va vous pas de gros mots s'il vous plaît, vous épater au plus haut point, mais vraiment vous épater, hein. Déjà on a vu comment ils ont fait leur drone en remplaçant le tube central où d'habitude on met le pilote par un trou dans lequel on fait rentrer l'air. Juste en coupant là où il y a un pare-brise, eh ben, il met une entrée d'air. Et en faisant ça, l'avion il gagne en vitesse d'une façon mais x10. Tout simplement parce qu'il a brisé un tabou ou une habitude classique de vouloir mettre le pilote au milieu, quoi. Non, le pilote, il a pas à être au milieu. De toute façon, il n'y a pas de pilote, là, donc on s'en fout. Tu mets un trou à la place du pare-brise. Et là, le truc, il va, bah, il est aérodynamique au maximum de ce qui est possible. Et ça, c'est le genre de truc très très banal, tu vois, une simple idée comme ça, qui ne peut surgir que lorsqu'on est dans un contexte où on a le droit d'être créatif et on est encouragé et surtout par ce genre de discours à vouloir euh, défricher des nouvelles idées et faire progresser les choses et voilà c'est ça et à chaque fois qu'on fait une grande innovation on doit être un peu farceur avec les anciennes innovations et leur dire non mais attends ça je te le retourne complètement, je te le casse en deux et regarde ce qu'on peut faire avec. Il faut être un peu ouais un côté espiègle, c'est ça hein. Il faut être espiègle pour être innovateur. Et pour être espiègle il faut être de bonne humeur et pour être de bonne humeur il faut être dans un bon contexte et là il vient de fabriquer le contexte. Donc je veux souligner quand même l'importance phénoménale de cette simple déclaration euh, dans un domaine où, on l'a vu juste avant, il a été rencontré précisément les ingénieurs pour leur dire que c'est eux qui ont des idées. Et là, on a véritablement affaire à un boost technologique, une explosion, en fait, une accélération subite qui est donnée, une impulsion en fait. Il a réellement réussi à impulser, et c'est le rôle d'un président, hein, impulser une évolution positive. Et ça, c'est magistral et c'est historique, mesdames et messieurs. Bon voilà, je me suis bien étendu là-dessus, mais c'était pour dire, c'est vachement important. Et aussi, il parle de nouvel ordre mondial. Alors, comme d'habitude, il n'écoute pas du tout ce que racontent les Occidentaux quand ils emploient des mots ou pas. Parce que de toute façon, les mots employés par les Occidentaux n'ont aucune signification, aucune comment dire, corrélation avec la réalité. Les mots occidentaux ne sont pas corrélés avec des choses réelles. Les mots occidentaux sont imaginaires, voilà quoi. C'est dans l'esprit théorique, c'est corrélé avec de la théorie absurde. En fait, en programmation, on apprend que la théorie, une fois qu'elle est confrontée à la réalité, elle doit un peu se moduler et s'enquérir de connaissances. Mais l'esprit occidental, lui, il est juste au niveau de l'impulsion créative imaginaire, alors que l'esprit russe, il est du côté du pragmatisme, donc il corrèle beaucoup les termes avec les réalités. Donc ils n'écoutent pas du tout quand les Occidentaux parlent de nouvel ordre mondial, on ne sait pas de quoi ils parlent, mais on s'en fout de toute façon. Ce qu'il sait lui, c'est que on observe une tendance de plus en plus prononcée en faveur d'un modèle de croissance multipolaire, en lieu et place de la mondialisation. Ce que disait Hudson juste avant. Bien sûr, construire et façonner un nouvel ordre mondial, tintintin, n'est pas une tâche facile. Nous devrons faire face à de nombreux défis, risques et facteurs que nous pouvons difficilement prévoir ou anticiper aujourd'hui. Et ensuite, dans son discours, le terme nouvel ordre mondial, il l'a prononcé encore une fois juste après. Il s'est dit, il est bien ce terme, tiens, je vais le réutiliser. Pourtant, il est évident qu'il appartient aux États souverains forts, ceux qui ne suivent pas une trajectoire imposée par d'autres, de fixer les règles régissant le nouvel ordre mondial. Seuls les États puissants et souverains peuvent avoir le mot à dire, leur mot à dire, dans cet ordre mondial émergent. Sinon, ils sont condamnés à devenir ou à rester des colonies dépourvues de tout droit. Et là, il prolonge des discussions
des choses qu'il avait affirmées déjà un peu avant, qui avaient fait les titres de nos actualités. Et pour conclure, bah tiens, je vais la faire aussi, nous devons aller de l'avant et changer en fonction de l'époque, tout en démontrant notre volonté et notre détermination nationale. La Russie entre dans cette ère naissante en tant que puissante nation souveraine. Nous ne manquerons pas d'utiliser les immenses possibilités qui s'ouvrent à nous, à notre époque, pour devenir encore plus forts. Non mais ça vaut le détour quand même, hein. Un petit détour aussi chez donc Pepe Escobar, exilé sur Main Street. Le son du monde unipolaire qui disparaît. Bing. Ah, ça, c'est les gens du G7. Qu'est-ce qu'on peut rigoler avec ça? Le futur ordre mondial est déjà en cours. Sera formé par les États souverains forts. Le bateau a pris le large. Il ne prendra pas de détour. Non, c'est pas ça la question. C'est il n'y a pas de retour en arrière possible. Ça, c'est un truc qu'il dit au milieu, vers la fin de son article. Mais il avait déjà fait la même analogie un peu avant. Mais en fait, tout ça, c'est comme bah, c'est tous les articles successifs de Pepe Escobar sont vraiment. Il en manque pas, il manque pas une seule articulation de tous les événements qui se produisent dans le courant de cette histoire. On peut les assembler bout à bout, les uns à la suite des autres, avec des rappels aux anciens articles. Et voilà, c'est ça l'idée. Et c'est toujours un vrai bonheur à lire aussi. Allez hop, le top 10 de l'ère, la nouvelle ère de Poutine, annoncée par le président russe en direct du forum de Saint-Pétersbourg. On va sûrement en entendre parler quelques temps encore. Enfin, là, ça fait 10 jours, donc on en a entendu parler pendant une dizaine de jours. Parce que juste après, il y en a eu d'autres, des rendez-vous encore plus fulgurants. Et donc le top 10 de la nouvelle ère, c'est l'ère du monde unipolaire est terminée, la rupture avec l'Occident est irréversible, la Russie a renoué avec sa souveraineté, l'UE a complètement perdu sa souveraineté. La souveraineté ne peut être partielle, soit on est souverain, soit on est une colonie. Ça, c'est une citation de Poutine, comme ce qu'il disait juste avant. La faim dans les nations les plus pauvres sera sur la conscience de l'Occident. La Russie fournira des céréales aux nations les plus pauvres. La Russie investira dans le développement économique interne et la réorientation du commerce vers les nations indépendantes des États-Unis, seulement les indépendantes, hein, ou celles qui veulent. Le futur ordre mondial, tel que prononcé, est déjà en cours. Le navire a pris le large, il n'y a pas de retour possible. Alors, qu'est-ce que ça fait pour l'Occident collectif d'être pris dans un tel ouragan de feu croisé? Eh bien, cela devient de plus en plus dévastateur lorsque nous ajoutons à la nouvelle feuille de route les dernières nouvelles sur le front de l'énergie. Ça n'arrête pas de venir dans tous les sens, les problèmes. On garde le cap, on garde le cap. Et l'eau monte, je ne sais pas pourquoi. Voilà, l'Europe se suicide énergétiquement. Il fait encore des blagues avec sa carte de visite de Monsieur Sarmat. Ça, oh, je vais pas m'étendre là-dessus, mais quand même, c'est pour amuser sa galerie, hein. Tiens, Alastair Crooke a décrit de façon magistrale dans son Zugzwang. Euh, Tu vois, Pepe Escobar qui parle de Crook, c'est génial. Donc il a décrit comment le zigzag de l'Occident collectif le laisse bredouille, hébété et confus. Examinons maintenant la situation de l'autre côté de l'échiquier en nous concentrant sur le sommet des BRICS qui se tient jeudi à Pékin. Et là, ce qui était marrant, tu vas voir, parce qu'il s'est passé des choses. Il a anticipé un certain nombre de choses, comme d'habitude. Déjà, il avait anticipé le terme de BRIC+, euh, qui est devenu donc un terme courant. Donc là, il explique qu'il est temps pour les BRICS, tout comme l'ont fait l'OCS, l'UEE et l'ANAC, de passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire d'intensifier leurs relations. Et comme d'habitude, ça va se faire avec une très grande politesse, intelligence, etc. Mais
tout ce que ne savent pas faire les British. Et là aussi, il parle de le G20, otage de l'arnaque Fire, défini par Michael Hudson, qui est au cœur du casino néolibéral financiarisé, s'efface lentement, tandis qu'un nouveau G8 potentiel, et c'est là qu'il avait été novateur, en parlant de New G8, de nouveau G8. C'est un terme qui aura vécu une semaine, mais il a été répercuté dans le monde. Pepe Escobar est lu par les gens les plus importants et les plus intelligents du monde, donc nous, entre autres. Et donc, tandis qu'un nouveau G8 potentiel se met en place, et cela est directement lié à l'expansion des BRICS, l'un des thèmes clés de cette semaine, du sommet de cette semaine, qui pour nous est déjà passé, mais on va pas vous dire toute l'histoire. Donc il s'agit de l'expansion des BRICS avec une configuration parallèle au G8, devrait facilement dépasser les G8 occidentales tel qu'il existait avant. Nous on a 3-4 références du G8 qui étaient autour du G7 à l'époque, lointaine, et donc ici on a donc un nouveau G8 du coup. Ce qui est marrant parce qu'on parle de G8 des grandes puissances mondiales. Donc si tu as un G8 et un autre G8, tu as deux séries de grandes puissances mondiales. C'est marrant quand même. Hein. Donc l'ancien G8 pour nous c'est de rester le G7. Donc encore une réunion qui a eu lieu pendant ces mêmes 10 jours. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit que pendant ces 10 jours le monde a basculé plusieurs fois sur son axe. Et l'histoire a été transbaitée dans tous les coins, dans tous les sens. Et donc on a donc ce nouveau G8 qui va dépasser le G8 occidental en termes d'importance et de PIB en parité du pouvoir d'achat. Les BRICS ont déjà ajouté le Bangladesh, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Uruguay à leur nouvelle banque de développement. En mai, ils avaient ajouté l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Égypte, l'Indonésie, le Kazakhstan, Nigeria, Émirats arabes unis, le Sénégal, la Thaïlande. Tout ça, c'est ce qui était ajouté aux 5 membres initiaux des BRICS. Et les BRICS jouent un jeu complètement différent des G20. Le G20, il est élitiste, et le BRICS, en tout cas, vise la base. C'est-à-dire qu'il commence par enrichir les plus pauvres pour ensuite pouvoir en récolter quelque chose. Et ça, c'est une stratégie qui est de type gagnant-gagnant, donc historiquement Made in China, qui est inéluctablement, je ne sais pas comment dire, mais au niveau de la concurrence, ça les bat à plat de couture, les Occidentaux. C'est irréfutablement euh, gagnant. Il s'agit de construire lentement la confiance, un concept très chinois. Et il crée même une agence indépendante de notation du crédit, qui correspond à l'inverse du racket anglo-américain, et approfondissent un accord sur les réserves de change, ok. Enfin, en gros, les comparaisons entre les BRICS et les Quads, une concoction des États-Unis. Oui, parce que le Quad, c'est un truc qui était concurrent des BRICS, mais c'est comme les routes de la soie, elles ont une concurrence made in occidentale qui est ridicule, qui n'intéresse personne et qui n'existe que dans leur tête. C'est pareil, à chaque fois, ils ont toujours des concurrents au truc. C'est-à-dire que les Occidentaux, c'est comme les Français, en fait, au niveau de l'innovation. Quand quelqu'un a une bonne idée, on fait pareil et on tue le premier. Mais au niveau de la créativité et de l'anticipation de l'avenir, c'est zéro. Donc ils en sont à un stade où ils sont toujours constamment dépassés par les événements, de toute façon. Donc véritablement arriérés. Il parle de l'Inde qui marche sur la corde raide parce qu'elle a essayé de jouer sur les deux tableaux, puisque c'est un membre du G7 aussi, et qu'ils se sont retirés du RCEP, du partenariat économique global régional, qui entre parenthèses est le plus grand accord de libre-échange de la planète. Ils ont plutôt choisi d'adhérer au cadre économique indo-pacifique, donc sa copie occidentale. Mais bon, vous inquiétez pas, c'est temporaire. Il explique que l'Inde, à long terme, est habilement guidée par la Russie qui est amenée à trouver un terrain d'entente essentiel avec la Chine sur plusieurs questions clés. De toute façon, faut pas s'inquiéter là-dessus. Le BRICS rock'n'roll, le BRICS on roll.
Certaines traductions avaient mis ça dans le titre. Xi a appelé Poutine en appelant pour lui dire qu'il soutenait la Russie sur tous les thèmes de souveraineté et de sécurité. Ils ont aussi inévitablement discuté de la pertinence des BRICS. Nanana. Pendant ce temps, l'Occident collectif s'enfonce davantage dans le maelstrom. Lundi dernier, une manifestation nationale massive des syndicats a paralysé Bruxelles, parce que même leurs institutions, diplomates et politiciens, même eux, ils sont en grève tellement ils sont maltraités. Bref, la capitale de l'Europe euh, et de l'OTAN, du coup, était face à 80 000 personnes qui exprimaient leur colère face à l'augmentation du cours de la vie et qui appelaient les élites à dépenser de l'argent pour les salaires et non pour les armes. C'est ça le nouveau zugzwang, comme l'a souligné Poutine. Ce sont les pertes directes de l'Europe qui sont provoquées par les sanctions elles-mêmes, qui pourraient dépasser 400 milliards de dollars par an. Et les recettes énergétiques de la Russie ont atteint, elles, de leur côté, un nouveau record. Le rouble est à son plus haut niveau depuis 7 ans par rapport à l'euro, et c'est pas fini. C'est une explosion, j'aime bien cette partie après. Bah, évidemment, les fins de Pepe Escobar sont toujours une explosion. Que l'artefact culturel, sans doute le plus puissant de toute l'ère de la guerre froide et de la suprématie occidentale, les éternels Rolling Stones, c'est ça l'artefact culturel, soit actuellement en tournée à travers une Europe prise dans un ouragan de tirs croisés, Crossfire Hurricane. À chaque concert, ils jouent pour la première fois en direct l'un de leurs premiers classiques. Alors ça c'est une chanson Crossfire Hurricane, je sais pas ce qu'ils chantent, mais c'est très mauvais, très très mauvais. C'est ridicule. Ouais bon voilà. Et ça ressemble beaucoup à un requiem. Chantons donc tous Baby Baby Baby. You're out of time. Car Vladimir, it's gaz gaz gaz. Et son acolyte Dimitri Under My Thumb. Alors Dimitri, il est d'une sauvagerie, Dimitri Medvedev en ce moment. On connaissait pas comme ça, hein. Franchement, il est d'un radical impitoyable. Les deux semblent être les gars qui prennent leurs pieds. Et ce n'est que du Bricks and World. Et nous aimons ça. Ouais, bon, voilà, c'était pour rire. Faut bien rire un peu quand même, hein. Bon, on va continuer la série suivante, la suite de cette série plutôt, avec... parce que du coup, ça devient une série. Je voulais tout faire d'une traite comme d'habitude, mais c'est pas possible. Tu parles trop. Alors, on continuera tout à l'heure, juste après la pub.